Oyez, oyez, nous sommes mardi et c'est l'acte 2 de votre rendez-vous du Grand Talk. Bien bonsoir à vous. Merci de nous regarder à la maison, entre amis, souvent même en voiture. J'en ai rencontré qui me disaient, entre deux courses, on s'arrête pour regarder le Grand Talk en fonction des sujets. On espère que vous êtes très nombreux, comme tous les soirs, à regarder le rendez-vous. Ce soir, au cours de celui-ci, eh bien, j'ai en main le discours, l'adresse du chef de l'État devant le Congrès. Donc, je l'ai en main. On aura l'occasion d'en parler. Au cours de cette émission, nous serons en compagnie de M. Guillaume Bateau. Voilà. Il est journaliste directeur des rédactions du quotidien Notre Voix. Il est également ancien secrétaire général du syndicat national de la presse privée de Côte d'Ivoire et secrétaire général adjoint en charge de la communication et du marketing politique du Front populaire ivoirien. Il sera avec nous sur ce plateau-là. Mais avant, j'ai avec moi, comme tous les soirs, les meilleurs chroniqueurs d'Afrique et du monde. Daouda Koulibaly est avec moi ce soir. Bonsoir Daouda, comment allez-vous? Bonsoir Brice, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Avec moi, il y a la magnifique et sublime Sarah. Bonsoir Sarah, comment allez-vous? Bonsoir Brice, très bien et vous-même? Ça va bien, merci. Alain Toussaint, bonsoir monsieur Toussaint. Rico, comment ça va? Ça va bien, merci. Rose. Élisée Boulougou, en fait, je vous ai gardé tous les deux parce qu'il y a du rose. Je veux pas les couleurs, c'est plus fort que moi, il faut que j'en parle. Je remarque des choses, je suis comme ça. Bonsoir Élisée. Bonsoir Brice. C'était pas fait exprès. Hein? Non. Ah, il fallait avoir mon Mais en œil. fait, c'est peut-être pour épouser aussi l'air du Congrès, hein, parce que la salle était un peu rose. C'est ça, exactement. Avec une lumière tamisée. Exactement. Très bien. On évoquera, vous l'avez dit, hein, ce congrès. Bon, justement, à propos de ce congrès, désormais, il faut vous habituer, donc, pour ma grande révision, à ce que je vois, à ce que je lis, à ce que j'entends. Et oui, comme bon nombre d'Ivoiriens, nous avons vu cette image-là au cours du congrès. Regardez, on va la commenter. C'est l'image... vous reconnaissez l'honorable qui nous fait dos avec son téléphone? Il s'agirait bel et bien de Michel Gbagbo. Voilà, l'honorable Michel Gbagbo, donc présent également à ce congrès-là, et particularité de cette image qui fait le tour de la toile, on le retrouve, bon, je vous dis, commentez. Voilà, je vais pas influencer vos avis et commentaires. Alain, qu'est-ce que vous remarquez là sur la photo? Bon, déjà, la photo a certainement été prise dans la période d'attente de l'arrivée du président de la République, parce qu'on le voit d'ailleurs juste à côté du député de Yopougon, on voit un autre député qui est en train de travailler sur son ordinateur. Donc, je pense que c'est le moment d'attente. Michel Gbagbo regarde donc un document, une vidéo, et il n'a pas son écharpe tricolore, comme le recommande le règlement de l'Assemblée. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste une recommandation. Alors justement, là, quand on prépare cette émission, nous sommes allés savoir que Michel Gbagbo n'a pas son... Qu'est-ce qui se passe quand on ne porte pas son écharpe? Non, il n'y a pas de sanction, il n'y a même pas de rappel au règlement. On sait que très souvent, il peut arriver à des députés d'oublier leurs écharpes ou leur écharpe dans leur circonscription. Dans ce cas-là, l'Assemblée a prévu quand même les équipements qu'il faut pour remplacer l'écharpe dans le cas où le député n'en serait pas muni. Sur l'image de Michel Gbagbo, du député, on voit qu'il regarde un document. Pardon, voilà, pour l'écharpe, je crois qu'on va dire il y a obligeance mais pas obligation. C'est ça, obligeance mais pas obligation, c'est-à-dire forte recommandation, et il n'y a pas de sanction ni pécuniaire ni disciplinaire. Maintenant, sur ce que Michel Gbagbo regarde, on lui a demandé, juste avant l'émission, il a dit non, que, comme on dit vulgairement, il tuait le temps en regardant ici et là ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. Ouais, il regardait plusieurs documents. C'est ça, exactement. Et bon, on a attribué à cette image-là. D'ailleurs, il faut avoir des yeux de lynx quand même pour pouvoir, avec exactitude, dire est-ce qu'il est en train de regarder. Certains estimaient que c'était un film et tout. Mais il faut juste rassurer nos amis qui nous regardent, ce n'était pas durant le discours du président, c'était avant l'arrivée du chef de l'État. Voilà. D'accord, moi j'ai quelques petites questions en fait qui me taraudent l'esprit suite à l'explication d'Alain. Déjà le fait que les écharpes sont à disposition, ça veut dire que même si tu ne l'as pas, l'Assemblée prévoit au niveau de son organisation que les services aient ça à disposition pour ceux qui l'auraient oublié. Je me pose donc la question, si tant est que
cela est faisable ou bien cela est admis, d'où vient-il donc que Michel ne le mette pas? Parce que je suppose quand même que pour une très grande cérémonie de cette envergure-là, certainement que l'Assemblée a prévu que des échappes en réserve soient disponibles au sein du Palais des Congrès pour éventuellement ceux qui auraient oublié. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas porté son échappe? Est-ce qu'on a une question, on a une réponse à cela? La réponse n'est pas dans la question, parce que vous avez parlé du Palais des Congrès pour dire on a estimé que des échappes étaient disponibles à l'Assemblée, mais là, vu qu'on n'est pas à l'Assemblée... Mais Brice, oui. je pense qu'on est en train de parler, lui il parle d'oubli, mais moi je veux dire, pour ce congrès qui est vraiment solennel, où il y a un courrier qui est parti à l'Assemblée nationale, il y a un courrier qui est parti au Sénat, je pense que plusieurs jours auparavant, tous les députés étaient prévenus qu'il y avait ce congrès, et ce congrès qui est constitutionnel. On savait très bien qu'on va venir là, dire qu'on a oublié. Je veux dire, c'est possible. Non, il n'a pas dit qu'il a oublié. Oui. Il a dit que, par convenance personnelle, il avait souhaité ne pas emporter. Voilà, donc le Brice répond, pardon, Alain répond donc, à je pense qu'il la répond question. à Il n'y a la aucun problématique. caractère obligatoire, si on dit c'est recommandé. Voilà. En gros, c'est un peu peut-être l'insoumis de l'Assemblée nationale ivoirienne. Vous lui prêterez peut-être des intentions en le disant. Non, parce que la France est soumise aussi. Il y a eu ce débat en France entre la France insoumise et le Rassemblement national, où certains sont venus sans costume. Ça a créé un gros tollé entre le Rassemblement national qui a estimé que l'hémicycle, c'est un lieu vraiment solennel où il faut venir avec certains habillements et autres. Donc je veux dire, c'est pour ça que j'ai fait la parallèle entre voilà. Moi, le parallèle, pardon. C'est vous qui le pensez. Voilà. Personnellement, ça c'est mon avis. Je ne suis pas élu de la nation, je ne suis pas sénateur ou député, mais je trouve un aspect un peu folklorique. Et tout cela, on a hérité ça de la colonisation française. Voilà, on n'a pas besoin d'être déguisé ou habillé d'une certaine façon pour aller au Parlement, sincèrement. Mais si le règlement le recommande, bon, on peut de temps en temps le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Bon, allez, je crois qu'un jour, hein, on va s'arrêter précisément sur ce point-là, parce qu'il n'était pas à l'ordre du jour des grands débats sur ce plateau-là. On va parler d'autre chose. C'était juste pour une petite révision qu'on a retrouvé cette image-là de Michel Gbagbo. D'ailleurs, les supputations vont bon train concernant l'écharpe, concernant ce qu'il regardait. Bon, moi, ce qui me gêne quand même, avant qu'il ne termine, pardon, si tu permets, en fait, quand tu regardes le plan de la photo, tu as l'impression que c'est un collègue député qui a pris cette photo. Je veux dire, franchement, c'était quoi le but aussi de prendre cette photo, de nous diffuser ça? C'était pas nécessaire parce que pour ceux qui ont l'habitude de partir à l'Assemblée nationale lors des sessions, souvent tu vois que le président est en train de parler, les débats sont houleux, mais il y a certains qui sont en train de regarder des films, il y a certains qui sont sur Facebook, qui sont ailleurs en fait. Donc, vraiment, ce n'est pas un cas isolé, quoi. Voilà, si vous allez l'habitude de partir en haut, vous allez voir que ça... Vous posez des questions sur les intentions du photographe. Voilà. C'est ça. Et la légende qui a accompagné la photo sur les réseaux sociaux, on dit qu'il regarde son mobile pendant que le président parle, ce qui est absolument faux déjà. C'était avant. Donc, bon. Allez, on a fait le tour. Hein. Personne ne va m'interrompre. Là, je fais le tour. Allez, les amis, on va évoquer le discours du chef de l'État, le message du chef de l'État, du président de la République, devant le Parlement réuni en congrès. Ce mardi 25 avril 2023, petit extrait, et on revient sur le plateau pour décrypter. Et dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, de nombreux projets sont en cours. Plus de 30 000 logements ont été construits jusqu'à maintenant. Je me félicite particulièrement de la récente remise des clés à plus de 5 600 acquéreurs de logements à Songom, dans le district d'Abidjan. Un nouveau programme de 25 000 logements sera lancé prochainement dans les communes du Grand Abidjan et de plusieurs villes de l'intérieur, à l'instar de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. En cette année 2023, des actions fortes sont programmées dans ces différents domaines pour un montant de 361 milliards de francs CFA en vue de tracer des sillons durables pour le succès du programme. J'avais indiqué au Premier ministre et au ministre Touré que mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré. C'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023.
Très bien, le message, on l'a. On va le décrypter au cours de cette émission. On va commencer, comme on le fait d'habitude, c'est le modus operandi, par la forme, l'ambiance générale. Dans quel cadre ce discours s'est tenu? Élisée Boulougbe, le chef de l'État s'est adressé donc aux sénateurs et aux députés à Abidjan. Hein, on évoque tous ces points-là. Déjà, votre avis général sur... Oui, hier déjà, c'était l'objet d'un questionnement ici sur ce plateau. Hein. Pourquoi Abidjan, en lieu et place de Yamoussoukro qui accueillait habituellement les congrès? À cette question-là, on a eu une réponse plus ou moins aujourd'hui. Le chef de l'État qui a expliqué que... On a vraiment l'impression qu'il nous écoute, le chef. Voilà, que la délocalisation... qui a expliqué que la délocalisation tirait toute sa raison dans le fait qu'il y avait des travaux. Il n'a pas spécifié la nature des travaux ou bien... Quels sont les travaux en question, mais il a dit que c'était dû au fait qu'il y avait des travaux à Yamoussoukro. En prélude à la CAN. Voilà, exactement, en prélude à la CAN. Voilà pourquoi est-ce que là, ou du moins le congrès se tient à Abidjan. Maintenant, dans la forme, je pense que dans un premier temps, c'est une cérémonie solennelle, on le sait. Ce n'est pas une cérémonie folklorique, c'est une cérémonie assez solennelle, sobre. Ce que je note pour ma part, c'est qu'en termes de timing, franchement, je ne dirais pas pour une fois, mais franchement, c'est l'une des rares fois où on a senti que le timing a été respecté bout en bout. Ça a commencé à leur indiquer vraiment le chronogramme que nous, on avait en face. Là, on a vu que ça a suivi. Et ça, c'était un bon point, franchement, pour la cérémonie. Je prends votre avis sur la forme. Bon, concernant la forme, moi, j'ai été très surpris. D'abord parce que c'est le Congrès, le Parlement, avec la Chambre haute et la Chambre basse. Mais il a invité tout le monde. Il y avait tout le corpus social qui était dans la salle. Les conseillers économiques et sociaux, la jeunesse, les chefs coutumiers, tout le monde était là. Toutes ces personnes-là. Là, on a une photo. Okay. Oui, même. Qui vous êtes Voilà, toutes ces personnes-là, il les a invités pour leur parler parce que ce sont ces personnes-là qui parlent aux populations. Après, quand elles vont dans leur région, je pense que franchement, pour ça, il a vraiment fait fort sur ce côté-là. Alain ? En tout cas pour moi. Sur la forme? Oui, bon, sur la forme, je pense qu'il n'y avait rien de particulier, à part que c'est le Congrès. Et effectivement, le président s'exprime devant les députés et devant les sénateurs. J'ai trouvé, par contre, le message relativement court, 25 minutes. Je pensais qu'il irait encore plus loin, peut-être avec d'autres développements. Relativement à la politique. Comparé, ou à des sujets. par exemple, ce discours-là à l'adresse, par exemple, au message du Premier ministre, par exemple, sur la ville nation qui était beaucoup plus long. Exactement. Ouais. Donc, j'ai trouvé un peu le message un peu bref. Donc, une cérémonie forcément abrégée et qui s'est terminée, je pense, avant... J'ai eu l'impression qu'il y a eu une petite convocation des membres du gouvernement, parce que chaque fois qu'on évoquait quelqu'un, je ne le vois pas. C'est ça. Oui, il en a profité pour distribuer quelques points, un bon point. On en parlera tout à l'heure. Oui, c'est vrai que c'était assez bref, mais en même temps, il a su couvrir tous les points essentiels, que ce soit sur le plan sécuritaire, social, économique. Vraiment, tous les sujets ont été abordés, résumés, je dirais, et le discours allait un peu droit au but. Mais je dirais que c'est un discours assez efficace. D'accord. Et puis, il y a eu cet hommage-là donc, à M. Amadou Soumaoro, au président Soumaoro. Donc, ça faisait partie. C'est un compagnon de longue date du président de la République, puisqu'ils ont commencé le RDR ensemble depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui s'est battu, je vais dire, corps et âme jusqu'à son dernier souffle pour le RDR et pour le RHDP. Donc, il était normal que, pour cette session-là, et d'autant plus qu'il était le président en exercice de l'Assemblée nationale. Voilà, donc sincèrement, ce n'était qu'un hommage mérité pour Amadou Soumaoro, quoi. Voilà. Président, je veux dire, c'est un exercice, c'est la troisième fois, on va dire. Donc, il est devenu habitué à l'exercice. Donc, très à l'aise, on l'a vu, dans la délivrance du message. Justement, on s'est intéressé au fond, parce que je crois que c'est bon. Alors, nous avons choisi ici de nous intéresser à chaque point, sur le point politique, sur le point économique, social et au point de la jeunesse. On va commencer par la politique, Alain. Qu'est-ce que vous retenez, vous, personnellement, qu'est-ce que vous retenez de ce message du chef de l'État, du président de la République? Bon, le président de la République a, rappelé les avancées en matière de dialogue politique entre l'opposition et le pouvoir. Il a souligné le travail excellent accompli par le Premier ministre qui, depuis plusieurs mois, porte donc cette réconciliation entre politiques. Et par ailleurs, il a parlé, et hier nous évoquions ce sujet, de la réforme constitutionnelle
avec désormais 2 sessions qui permettront aux députés de travailler de manière plus fluide avec les membres du gouvernement. Du coup, les députés seront en session, enfin les parlementaires, pardon, en session de la deuxième partie d'octobre à décembre, et puis une première partie de janvier à juin, ce qui permettra aussi à ces personnalités de profiter des vacances, notamment avec leurs enfants, et de profiter des vacances du gouvernement, parce que lorsque le gouvernement est en vacances, les parlementaires ne peuvent pas auditionner les ministres. Donc c'est une réforme constitutionnelle qui me semble un peu minime, voilà, parce qu'on revient à une formule qui était ancienne déjà, et le président, avant d'évoquer ce sujet, avait rassuré tout le monde en demandant aux uns aux autres leur demander de ne pas avoir peur. Bah, justement, dites-moi un peu, selon vous, qu'est-ce qui a justifié que le président évoque ce point? On s'attendait peut-être à des annonces plus chocs? Non, je pense que la Constitution, effectivement, le sujet est assez sensible, et lorsqu'on réunit le Parlement en congrès et que le sujet est un peu à l'ordre du jour, puisque la quasi-totalité des parlementaires étaient informés de ces points du discours du président. Effectivement, on se demande à quelle sauce on serait mangé. Est-ce qu'au-delà de ce qui est prévu, il y a une autre annonce que le président de la République pourrait faire? Sur ce point, il y a également l'aveu. Il a dit, on n'aurait pas dû changer cette loi. C'est ça, cette disposition. Oui, bien sûr. Mais bon, je pense que, comme lui-même il a dit, la Constitution est dynamique. Bon, pas tous les points de la Constitution non plus. Par exemple, sur le nombre de mandats, j'espère que le dynamisme n'ira pas jusqu'à changer encore le nombre de mandats prévus par la Constitution. Non, on adapte certaines dispositions constitutionnelles à la réalité ou aux réalités du moment. Il y a eu la question du dialogue politique? Le dialogue politique, il en a parlé, mais je dirais même qu'il est passé rapidement, un peu comme son futur métro, sur le sujet, puisque là où il était attendu, notamment sur l'amnistie, il n'a pas évoqué le sujet. Ce qui doit laisser peut-être un petit goût de faim aux opposants. En revanche, il a parlé de financement des partis politiques. Désormais, les sénateurs seront concernés puisque les groupements et partis politiques qui sont au Sénat pourront bénéficier des subsides de l'État. Très bien. Voilà. Je voulais qu'on en parle, qu'on évoque ces différents points-là. Vous évoquez la question des oublis, des attentes, enfin, d'une partie de la population. Vous, par exemple, vous vous attendiez à un certain nombre de points qui n'ont pas été évoqués, par exemple, sur le plan politique. Bon, sur le plan politique et sur le plan de la gouvernance de façon générale, le président Ouattara s'est posé en champion de la lutte contre la corruption. Et quand je regarde le verbatim de son discours, il n'y a pas une seule fois le mot corruption. Alors je suis un peu étonné, d'autant qu'on a un ministère chargé de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, etc. Et je me dis certainement que le président est tellement mécontent des résultats en la matière qu'il n'a pas évoqué le sujet, puisqu'on a vu d'ailleurs qu'il a fait une sorte d'appel des ministres à qui il avait donné de bons points. Il les a cités nommément, il leur a demandé de se lever. Bon, chacun pour sa raison. Pas de point sur la corruption dans un discours quand même qui me paraît fondamental, alors qu'il a souhaité, il a exigé de ses collaborateurs un devoir d'exemplarité. Et l'exemplarité, c'est justement le respect d'un certain nombre de règles, et notamment d'être plus ou moins incorruptible. Or, le sujet n'a pas été évoqué par le président. Mais vous supposiez, mais sinon, ce n'est pas forcément la raison. La raison n'est pas forcément son mécontentement, vu que selon ce qu'on a comme chiffre, eh bien, la Côte d'Ivoire a effectué un bond qualitatif dans sa manière de lutter contre la corruption. Oui, ça, ce sont des chiffres, mais dans la pratique, il y a certainement des choses qui ne vont pas. Il faut aussi rappeler qu'il y a tout juste un an, certains responsables d'entreprises à participation publique avaient été limogés. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu la suite justement des enquêtes, si enquête il y a, etc. Donc il y a quand même à ce niveau-là un certain nombre de mécontentements. Et puis les abus que font certaines personnalités nommées par le président avec les fonds publics, dont je pense qu'il y a de ce côté-là une insatisfaction. Rapidement sur le plateau, quelqu'un a noté un point politique qu'on n'a pas évoqué? Non? Élisée? Très bien. Je me tourne vers vous, Sarah. C'était une question importante, la question de l'économie. La Côte d'Ivoire. Oui, sur le plan économique, on note quand même quelques chiffres importants qui ont été communiqués, comme celui de la croissance économique, pour commencer, pour l'année 2022. Donc on a une confirmation d'un taux de croissance à 6,7%.
en légère baisse comparé à l'année dernière, qui était autour de 7,4, et c'est quand même très bien dans un contexte, je dirais, mondial assez difficile, avec notamment la guerre en Ukraine, les conséquences sur le prix des denrées alimentaires, etc. Donc on s'en sort plutôt bien. La Côte d'Ivoire reste pour le coup et vue et perçue comme la locomotive de la sous-région. Et en plus de ça, donc le taux d'inflation qui est quand même très important partout dans le monde est de 5,3% en Côte d'Ivoire, ce qui est considéré comme étant plutôt bien maîtrisé. Et ceci s'explique notamment par des subventions assez importantes dans des secteurs dits stratégiques. Donc il y a environ 62 milliards qui a été octroyé pour les meuniers, donc pour maîtriser la hausse du prix du blé, et plus de 725 milliards investis aussi pour atténuer la hausse du prix du carburant. Donc toutes ces hausses de prix normalement ont un impact très défavorable sur le pouvoir d'achat partout dans le monde. En tout cas, en Côte d'Ivoire, ça a été bien maîtrisé grâce à ces niveaux de subvention. Et on peut aussi noter l'endettement du pays. On parle d'un taux d'endettement à 55% du PIB, ce qui est aussi considéré comme étant très modéré, sachant que dans la plupart des pays, ce taux il est quand même à 100%. Et c'est très important pour la confiance envers les investisseurs nationaux, internationaux et pour tous les marchés financiers. Donc encore, voilà un montant qui reste assez maîtrisé. Et j'ai envie de rappeler un petit peu aussi le contexte dans lequel, il y a 20 jours à peu près, la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien et le FMI se sont mis d'accord pour revoir un emprunt d'environ 3,5 milliards de dollars pour notamment augmenter la capacité aussi d'endettement du pays. Donc tout ceci est vraiment dans un plan national. Et le gouvernement a déployé beaucoup d'énergie, en tout cas, pour faire en sorte que le pays puisse maîtriser son niveau de dette. Très bien. Globalement, on peut dire que la Côte d'Ivoire, économiquement, se porte plutôt bien. Elle a été résiliente, stable, face même au choc de la Covid. Oui. Elle a gardé une certaine stabilité. Au choc de la Covid, de l'inflation, de la guerre et de ce pouvoir d'achat qui est diminué partout dans le monde. Et on voit toutes ces crises sociales, d'ailleurs, ne serait-ce qu'en France, on entend beaucoup les En oubliez-vous sur ce point-là, en point des oubliés, vous aurez noté quoi qu'il n'a pas évoqué, par exemple? Oui, alors malgré tout, le pouvoir d'achat et la cherté de la vie, on se souvient de débats qu'on a eus il y a encore quelques jours sur la hausse du prix de la data. C'est quelque chose, il me semble, qui aurait peut-être dû être évoqué en plus, parce que malgré tous ces efforts, la vie reste quand même très chère. Et les revenus n'augmentent pas autant que le prix de tous ces coûts. Et il y a une contestation sociale qui commence avec le prix de la data, par exemple. Et il aurait été, je pense, utile d'évoquer ce sujet. Très bien, selon vous. Alors Daouda, juste à côté de Sarah, avec vous, c'est le point social. Sur le front social, qu'a dit le chef de l'État? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce message du président? En gros, déjà dans son discours, pour abonder un peu dans son sens, quand elle parlait de subventions, déjà le président est revenu sur les conclusions de la deuxième trêve sociale. Parce que, pour rappel, lorsqu'on a connu la crise russo-ukrainienne, la Covid et autres, l'inflation était déjà présente. Et finalement, elle parlait des revenus. Pour essayer de préserver et protéger le pouvoir d'achat des Ivoiriens, il y a eu une trêve sociale qui a été signée entre les fonctionnaires de Côte d'Ivoire et l'État. Donc finalement, aujourd'hui, les salaires ont été revalorisés, ce qui a fait baisser la grogne sociale qui était au niveau des fonctionnaires. Et pour rappel, le 7 août, il avait dit qu'il allait faire en sorte que les gens du privé puissent, le SMIC soit revalorisé. Vous avez vu, ce SMIC a été aussi revalorisé. Et par ailleurs, en allant plus loin, il a parlé du programme social pour ce qui concerne l'hospitalisation. Parce que le système sanitaire de la Côte d'Ivoire, il fallait le relever de sorte que les hôpitaux commencent à se rapprocher des populations. Quand on sait que dans beaucoup de régions, les populations sont dans des lieux très enclavés, il faut rapprocher les hôpitaux, ces personnes-là. Et pour aller encore plus loin, il parlait aussi de l'électricité. Il a dit que déjà, en 2011, il y avait un village sur 3 qui était électrifié. Mais de cette date à aujourd'hui, on est à 8 localités qui sont électrifiées sur 10. Voilà. Donc, aujourd'hui, il a promis que d'ici 2025,
toutes les localités seront électrifiées. En termes d'eau potable, 100%. Il y a 20 000 pompes villageoises qui ont été réhabilitées et qu'on appelle ça. Il y a beaucoup d'efforts ont été faits à ce niveau-là aussi. Concernant notre souveraineté alimentaire, des efforts sont consentis au niveau des ressources halieutiques et du ministère de l'Agriculture. Tu parlais de bons points. C'est pour cette raison justement qu'il a fortement interpellé M. Adjoumani et remercier et féliciter le Premier ministre Patrick Achi. Et je n'oublie pas aussi les Ivoiriens qui étaient à l'extérieur, qui ont vécu une crise en Tunisie et au Soudan. Au total, ils sont 1667 quand on met la dernière vague dessus qu'ils ont fait rentrer au pays. Et il a dit que n'importe quel Ivoirien qui allait se trouver dans une situation difficile hors du pays, l'État de Côte d'Ivoire allait tout faire pour les ramener chez eux dans la douce affection de leurs proches. Très bien. Voilà. Juste une question, vous avez 15 secondes pour répondre à cette question, cher Daouda. Électrifier toutes les localités de Côte d'Ivoire, c'est possible? Oui, c'est possible parce que déjà, moi j'y crois dans la mesure où aujourd'hui la Côte d'Ivoire, on produit plus qu'on en consomme. Et c'est peut-être raison justement qu'on revend cette électricité à d'autres pays limitrophes. 15 secondes, terminé. Il peut le faire. C'était l'objectif de l'exercice. Élisée, je me tourne vers vous. Avec vous, on va évoquer un point qui tient à cœur au chef de l'État, au président de la République, la question de la jeunesse. Effectivement, vous avez encore en mémoire le discours du chef de l'État à la veille du Nouvel An, où il annonçait 2023 comme année de la jeunesse. Et donc, dans son discours face au Congrès, le chef de l'État a encore rappelé que dans le cadre de 2023, année de la jeunesse, le gouvernement a adopté, en consultation avec les jeunes, ce qu'il a qualifié de programme jeunesse du gouvernement, qui s'étend sur la période 2023-2025, voilà, et qui est évalué à environ 1118 milliards de francs CFA. Il est important de le rappeler. Il faut dire que ce programme, le chef de l'État aussi l'a indiqué, prend en compte les questions liées à l'éducation, la formation, l'emploi et les sessions socio-professionnelles des jeunes. Et à ce titre-là, il tourne autour de 3 axes stratégiques, dont le premier, c'est l'accélération de la formation, bien évidemment de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Il a aussi également indiqué que sur le second axe, il prend en compte le renforcement et l'engagement citoyen et de l'éthique sociale. Et enfin, le troisième axe, qui est l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. On se rappelle encore dans ce discours, et ça a même été fait l'objet de polémiques sur la toile, où le chef de l'État, en s'exprimant, a indiqué que les jeunes auront 1 milliard de francs CFA par jour. En fait, oui, 1 milliard de francs CFA par jour. 360. Voilà, en fait, il indiquait, il étalait en fait ce montant-là sur l'année. Disons, les 361 milliards de francs CFA qui sont consacrés à la phase 1, cette phase de 2023 du programme jeunesse du gouvernement. Donc, en l'étalant, il a parlé de 1 milliard, mais c'est juste dit qu'il n'y a pas une caisse là où il y a 1 milliard et qu'on distribuera à chacun. Donc, c'est important. Chaque jour, c'est important déjà de revenir dessus. Si tu permets, avant que je termine par ça, je pense que quand même, si c'est vrai qu'on a relevé quelques points qui, à mon sens, ont été des points positifs, il est quand même important d'attirer notre attention sur moi un point qui m'interpelle, surtout sur l'aspect économique. Le chef de l'État a révélé aujourd'hui que notre taux d'endettement avait franchi la barre des 50%, quand bien même il estimait que sur les autres pays, il y avait 100%, mais j'estime que c'est encore lourd. Parce qu'il y a 3 ou 4 années en arrière, on était autour du 42%. Aujourd'hui, être autour de 50%, je comprends qu'avec toutes ces inflations, on peut le comprendre. Il a aussi évoqué l'inflation qui est passée à 5,3% par là. Et c'est vrai qu'il a dit que, il a dit que l'objectif, c'est de ramener à 3,7%. Parce que là, on est au-delà de 5%. Donc, je pense que c'est des éléments d'attention sur lesquels vraiment le gouvernement doit être regardant. Parce que c'est vrai, si la Covid, si la guerre en Ukraine peuvent être des prétextes, mais je pense que la responsabilité du gouvernement, c'est de trouver des dispositions, des mesures pour contourner les éventuelles crises. Donc, on attend vraiment le gouvernement à pied d'œuvre pour qu'on ramène rapidement ces taux-là à des chiffres beaucoup plus bas. On a 15 secondes avant la logité. L'omission, la crise des data, aucun mot du président. Or, c'est quand même lié à la cherté de la vie. Elle en parlait, ça. Voilà. Bon, écoutez, je trouve qu'on fait un peu le tour, nous, à notre niveau, des points qui ont retenu notre attention. Après, c'est des points qui sont discutables. On a aussi pris l'avis d'autres personnes, notamment Daouda, on a parlé un peu avec des membres de l'opposition. Moi, j'ai contacté le FPI. Le FPI, en tout cas. Le FPI a estimé ils estiment que le discours du président, ça montre que le pays est bien, mais il faut que les richesses soient équitablement redistribuées. Très bien. Voilà. Donc, il y a des choses encore à voir. Et je pense qu'il en est bien conscient, le président de la République. Bon, petit décryptage sur cette question, on l'a dit à travers le discours qu'on a reçu. Donc, bravo, monsieur le président de la République. On a votre discours, on l'a décrypté.
Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Nous sommes mardi et vous êtes chez vous à la maison. Vous nous regardez également sur nos pages des réseaux sociaux. Vous nous regardez à la télévision sur le canal 206 du bouquet Canal+, le numéro 6 de la TNT, en compagnie ce soir sur le plateau de M. Daouda Koulibaly, en compagnie de Sarah Nala, en compagnie d'Élisée Bolougbe. Et nous a rejoint M. Guillaume Bateau, journaliste, directeur de rédaction du quotidien Notre Voix. Vous êtes également secrétaire général du syndicat national de la presse privée de Côte d'Ivoire. J'ai enlevé l'ancien, on va vous expliquer pourquoi. Également secrétaire général adjoint en charge de la communication et du marketing politique du Front populaire ivoirien. Sur ce dernier point et sur cette dernière casquette, on va prendre votre avis, hein, on va prendre l'avis des trois casquettes. Concernant le discours du chef de l'État, on en parlait tout à l'heure. Votre avis, votre regard, votre analyse. Ouais, bon, je crois qu'on a dit que c'était un discours qui va devenir un discours de routine, parce que c'est institué par la Constitution de l'article 114. Et pour cette édition, je crois que le président de la République a abordé plusieurs sujets. Il a plutôt fait la talakou de ses ministres, hein, les récompenser par des... Oui, mais lève-toi, je ne vois pas Amédée, je ne vois pas Touré. C'était assez convivial. Je pense que le président de la République a abordé des sujets assez importants sur l'état de la nation, les questions qui nous intéressaient, donc les questions du dialogue politique. Il a félicité le Premier ministre pour les avancées. Il a parlé des questions des perspectives aussi, mais surtout des questions de sécurité qui nous tiennent vraiment à cœur, parce que notre pays, malheureusement, avec les problèmes sur nos mers, mais surtout à nos frontières nord, avec les pays comme le Burkina et le Mali, qui ne sont pas très stables en ce moment. Vous voyez la vague de réfugiés qui descend déjà au nord de la Côte d'Ivoire. Donc c'était important qu'on sache quelles sont les dispositions prises pour qu'on puisse préserver quand même notre pays d'une autre attaque terroriste. Le président essaie de rassurer. Au FPI, vous étiez plutôt satisfait? Oui, plutôt satisfait. Bon, nous aurons estimé, peut-être espéré qu'on parle aussi un peu de la décentralisation, parce que la question de la communalisation totale, nous allons à des élections communales bientôt. On voit bien que toute la Côte d'Ivoire n'est pas communalisée. Il y a beaucoup de localités en zone rurale qui ne bénéficient encore des établissements communaux. Nous, c'est un projet qui nous tient à cœur. Le président n'en a pas parlé. Peut-être qu'on aura d'autres occasions pour en parler, peut-être après les élections locales. Il a parlé de l'économie, donc c'est satisfait un peu de la situation économique, même si ça a été difficile pour tous les pays. Et puis, bon, cette légère modification constitutionnelle qui n'a pas... Bon, il a même dit aux membres du Congrès de ne pas avoir peur, parce que certains auraient pensé qu'on allait ramener l'âge de limite à 75 ans. Donc tout le monde est content. Je pense que, bon, il y a encore des chantiers importants sur lesquels nous devons travailler, la réconciliation nationale. Il faut travailler pour que l'espace public soit vraiment apaisé et que ces élections auxquelles nous allons participer dans quelques mois soient des élections qui mettent en avant des idées, des projets, même locaux, pour que les populations puissent apprécier et décider de qui va conduire leur destin au niveau local pour les 5 prochaines années. Très bien. Alors, sur l'autre casquette du secrétaire général du syndicat national de la presse privée de Côte d'Ivoire, la prochaine question, c'est à Guillaume Bateau. Comment se porte la presse privée en Côte d'Ivoire? On va dire plutôt à l'image de la Côte d'Ivoire et de l'économie ivoirienne. Donc, si vous prenez la presse écrite, par exemple, la presse papier, tout le monde sait qu'elle a subi de plein fouet la crise en Ukraine. Donc, le coût du papier a énormément grimpé. Ce qui a fait que donc, beaucoup de journaux, quand vous regardez, sont passés de 12 pages à 8 pages parce qu'ils n'arrivent pas à supporter les coûts qui sont pratiquement du simple au double. Ensuite, la crise économique et la raréfaction des ressources publicitaires font aussi que les entreprises de presse, notamment écrites, mais aussi, on parlera de l'audiovisuel, des radios de proximité, tout ça, vivent dans une situation plutôt difficile. Vous avez aujourd'hui une situation de précarité qui s'est accrue malheureusement. Et il faut donc une grande réflexion autour de la situation des médias en Côte d'Ivoire, qui n'est pas exceptionnelle à la Côte d'Ivoire. La situation des médias dans le monde est une situation plus ou moins difficile. Mais je pense que la Côte d'Ivoire des fenêtres, nous avons maintenant le Fonds de développement et de soutien de la presse qui a été transformé en agence de soutien et de développement des médias, la SDM, dont on attend les grands axes de réflexion pour voir sur l'ensemble de la chaîne de valeur des médias, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les professionnels des médias en Côte d'Ivoire puissent vivre de leur métier. C'est joliment présenté comme ça, hein, Guillaume. Je vous arrête un peu. La presse, la belle excuse, c'est la crise en Ukraine. Quand on savait, alors vous me direz que la presse écrite elle-même souffrait déjà de beaucoup de maux. Je n'ai jamais dit que c'était le contraire. La crise de la presse ivoirienne ne date pas d'aujourd'hui, mais je dis que c'est aggravé
Et c'est aggravé. Mais il est clair que notre... je mettrai plus la presse écrite. Quand vous prenez la presse écrite, par exemple, nous avons le même système de distribution depuis 1960. Il faut que ça évolue. Aujourd'hui, la structure qui distribue les journaux en Côte d'Ivoire, Edipresse, est en quasi-faillite. Vous savez que Edipresse a subi le contre-coup de toutes les crises que nous avons connues. Son siège à Djamé a été plusieurs fois vandalisé et les déficits sont énormes. Donc il y a des réformes à faire. Je n'ai pas dit que c'est seulement lié, mais je dis que la crise annuelle, l'augmentation du coût du papier, par exemple, a aggravé la situation des entreprises de presse. Moi, je vous entends, je vous écoute, et puis on a déjà eu les responsables, notamment des organisations des journalistes. Très souvent, l'impression que vous faites de la fuite en avant, parce que c'est vrai, il y a des problèmes financiers, économiques, mais qui sont surtout liés à une crise du contenu. Parce que vous êtes tous, les uns et les autres, affiliés à des partis politiques. Donc, une fois qu'on a réparti un peu les blocs, vous vendez ou vous produisez du contenu pour tel militant politique et vous en vendez 200, 300 exemplaires, évidemment, le modèle économique ne peut pas tenir. Non, Alain, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire qu'on ne peut pas nier que le contenu a un coût. Le contenu éditorial a un coût. Si vous décidez de faire un reportage à Zouaouen, chez moi, sur la mine d'or d'Iti, par exemple, vous envoyez une équipe. Mais une équipe, le minimum, c'est un journaliste, un photographe, un chauffeur. Zouaouen, c'est autour de 700 km d'Abidjan. Si vous voulez faire un reportage sérieux, ça vous prend au moins une semaine. C'est un coût. Donc, on ne peut pas dire que le contenu n'est pas lié à l'environnement. Ce n'est pas vrai. Donc, la question... Non, vous n'avez pas compris ma question. Non, j'ai bien compris. J'en viens. Je dis que vous ignorez cet aspect parce que l'incapacité, quand même, de produire un contenu attrayant... Je prends Fraternité Matin. Je vois, oui. Fraternité Matin, qui est le journal du gouvernement, et qui, il y a 20 ans, 30 ans, tirait 100 000 exemplaires et qui en tire aujourd'hui moins de 10 000. Ce n'est pas parce qu'ils sont particulièrement attachés à un parti politique. Ça n'a rien à voir. Ils font la promotion du gouvernement? Oui, mais le gouvernement, ils sont supposés de l'État, etc. Oui. Je veux dire, la question de la proximité des journaux en Côte d'Ivoire avec les partis politiques, moi j'ai toujours dit que c'était un faux débat. Dans n'importe quel pays au monde, dans tous les pays au monde, j'allais dire, tous les médias sont adossés à un lobby, soit financier, soit politique, soit culturel, soit social. Prenez le cas de la France où Alain a travaillé pendant longtemps. Mais tout le monde sait que Libération est plutôt à gauche. Même s'ils ne sont pas cornaqués par le PS, mais tout le monde sait que Libération est à gauche. Bon, de moins en moins, maintenant, ils sont avec la droite. Puisque tout le monde sait que le Figaro est à droite. Alors, tout le monde sait. ce modèle. J'allais finir. Pourquoi le nôtre J'allais finir sur cet aspect. Tout le monde sait que l'UMA est à partir du Parti communiste. Donc, ce n'est pas une exception ivoirienne. Notre modèle ne marche pas parce qu'il n'a pas évolué. J'ai parlé par exemple de la distribution. On est resté dans le modèle de 1960 où les crieurs, etc., etc. Il faut changer. Par exemple, les systèmes d'abonnement. Aujourd'hui, il faut aller parce que celui qui se réveille le matin, il a son journal sur son smartphone, mais peut-être il a envie d'aller en profondeur, d'avoir le journal papier. Il faut renforcer par exemple des axes sur l'abonnement, par exemple. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui. La distribution à domicile. À domicile, par exemple. Nous avons dans un pays, notre pays, on est en train de parler d'adressage des rues. Il faut peut-être avancer sur le projet pour qu'on puisse, mon journal, notre voici Alain, veut être abonné, que je puisse lui envoyer à domicile le matin, pendant qu'il prend son café, avant qu'il ne sorte. Mais Guillaume, je n'ai pas entendu. Je viens voir des démonstrations sur le modèle économique, sur ces raisons-là. Oui. Mais sur la question du contenu, mais forcément, certains téléspectateurs... Mais je suis tout à fait d'accord, mais je dis que le contenu a un coût. Vous ne pouvez pas dire que le contenu n'a pas de coût. Mais c'est quoi la conséquence de cette phrase-là? Mais ça veut dire que pour pouvoir faire des reportages, par exemple, les grands genres, pouvoir faire des reportages, des enquêtes, d'abord, il faut des journalistes bien formés, bien expérimentés, ce qui ne coupent pas la rue. Ça aussi, c'est un fait. Oui, mais ça, c'est pas aux gens. Ils arrivent, on suppose déjà qu'ils sont déjà bien formés quand ils viennent la première année. Nous avons quelques écoles de journalisme en Côte d'Ivoire, l'ISTC notamment, l'université Fessou-Boigny, il y a quelques écoles privées. Mais moi, je suis le directeur d'une rédaction. Quand je vois arriver des jeunes stagiaires, je vous dis, il vous faut 2 à 3 ans pour les remettre dans le bain d'une vraie rédaction. Mais ça aussi, ça a un coût. La formation initiale ou la formation continue, ça a un coût. Mais comme on parle de coûts, justement, quelle est la source aujourd'hui de financement des journalistes? Parce que si on parle d'indépendance, etc., c'est quand même important de connaître sa source aujourd'hui. Quelle est la source Aujourd'hui, il y a eu un moment, l'État, vis-à-vis des problèmes de la presse, a mis en place un certain nombre de subventions, notamment à l'impression. Mais un journal, il a 3 sources de revenus essentielles. La vente au numéro, la publicité, et on va dire la publicité, donc la vente au numéro, bien les abonnements, tout ça c'est la vente au numéro, la publicité, et puis après les invendus. Donc le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, justement, c'est que le marché de la publicité se rétrécit.
au fur et à mesure. Et malheureusement, les entreprises publiques qui devraient communiquer avec l'ensemble des médias, pour des raisons pas généralement politiques, décident de ne communiquer qu'avec les médias d'État. Le marché se rétrécit, je suis un peu dubitatif. C'est 25 milliards par an en moyenne le marché publicitaire. Oui. Mais si ce que vous avez à proposer à l'annonceur n'est pas attractif ou attrayant, vous êtes ici à Live TV. Il y a le défi aussi des médias numériques. Mais les médias numériques sont, je veux dire, même s'ils sont embryonnaires, les médias numériques, combien de médias numériques sont devenus de vraies entreprises de presse? C'est la grande question. Parce que, et ça aussi, ça fait partie de la concurrence déloyale. Aujourd'hui, grâce à Internet, Alain peut s'asseoir, lui seul faire un journal et le proposer. Mais il ne paye pas d'impôts, il ne paye pas de salaire, il ne paye pas de CNPS. Mais ça, on l'impute à qui? À Guillaume Bateau. Non, on l'impute pas à Alain. Non, j'ai parlé d'Alain. Je comprends ce que je veux dire. On l'impute à la désorganisation du secteur. Voilà. On l'impute à... Nous nous sommes battus. Moi, pendant longtemps, je me suis battu pour qu'il y ait la régulation économique du secteur des médias, notamment dans la presse écrite. Et que cette régulation soit étendue même dans l'ensemble du secteur des médias. Ça a commencé, mais ça doit être renforcé. Nous avons à l'époque exigé que pour les entreprises de presse, on puisse s'assurer que les entreprises de presse payent correctement leurs travailleurs. On a buté sur un certain nombre de situations. Donc, c'est l'ensemble du secteur qui doit être aujourd'hui restructuré pour non seulement pour que la publicité serve à tout le monde, parce que les médias jouent un rôle d'utilité publique. Très bien. Voilà. La régulation de la publicité, mais surtout éviter que des grands groupes internationaux qui sont basés à l'étranger viennent faire leur marché ici et captent l'essentiel du budget publicitaire. Donc, je ne vais pas citer de confrères. Il faut réguler. Absolument, je suis d'accord avec Alain. Vous voyez, je ne vais pas citer de confrères pour ne pas faire des séances diplomatiques, mais on a des confrères qui viennent pour 2 ou 3 reportages. Vous retrouvez toute la publicité de toutes les entreprises publiques de Côte d'Ivoire dans leur page. Alors que ces entreprises de presse, les entreprises publiques ne sont pas capables de prendre un seul encart dans un journal local. De la place. Bon, il y a un problème. Tout à l'heure, je vous ai écouté parler du président de la République qui a cité un confrère étranger. Il aurait pu citer d'autres médias. Parce que ça aussi, ça fait partie. Donc, il y a tout cet environnement sur lequel nous devons travailler tous, acteurs des médias. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une crise de confiance? Il n'y a pas de crise de confiance. L'Achetura et les journalistes. Oui, mais la crise de confiance, il y a une crise de confiance partout dans le monde. Mais dans les pays sérieux... Comment vous faites pour régler ce problème à l'heure? Excusez-moi, Daouda. Dans les pays sérieux, quand il y a une crise de confiance, on s'assoit et on discute. On trouve les problèmes et on cherche à trouver des solutions. C'est aussi simple que ça. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas se passer de ces médias. Mais qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'organisation pour des Mais je vous ai dit, moi j'ai été élu à la télévision en 2006. Je me suis battu d'abord pour avoir la convention collective. Parce qu'avant, il n'y avait pas de convention collective dans le secteur des médias privés. Chacun créait son journal dans le maquis le plus proche et le mettait sur le marché. Nous avons travaillé, nous avons obtenu une convention collective en 2008. C'était un progrès important. Après, ça doit continuer. Il faut travailler sur la formation, j'en ai parlé. Il faut travailler sur la publicité. Il faut qu'il y ait des règles pour que les entreprises publiques communiquent dans l'ensemble des médias. Et ne soient pas concentrés dans un seul média parce qu'il est proche, c'est le média du gouvernement, qui lui se peut faire 32 pages, alors que les autres m'écrivent chaque jour. Et à l'ordre des il faut que, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a il faut que la presse parle d'une seule et même voix? Oui, c'est important. C'est à ça que nous devons tous travailler. Amener tous les promoteurs de médias à prendre conscience que ou on s'en sort tous, ou on va crever tous. Élisée? Ok, moi je pense que j'ai écouté attentivement Guillaume, et je l'écoute depuis des années même attentivement. Mais je pense que si ce qu'il dit s'entend, je crois que quand même il aurait l'honnêteté de reconnaître qu'on est arrivé à une étape où il faut se réinventer. Ça, on ne peut pas aujourd'hui, avec l'environnement, avec tout ce qu'on constate, avec l'évolution même de l'information dans le monde, il y a une nécessité de se réinventer. Maintenant, à côté de se réinventer, est-ce qu'il ne pense pas qu'aujourd'hui, on est face à cette crise-là parce qu'on a des déperditions? Je l'explique rapidement. Vous êtes des courants, vous êtes des journaux de courant. Je prends un exemple. Vous êtes des journaux de courant gauchistes, vous êtes des journaux de courant de droite, mais vous êtes effrités, émiettés en votre sein. On ne constitue pas un groupe. Pourquoi Murdoch il réussit aux États-Unis ou bien dans d'autres contrées? Parce que c'est des grands groupes. C'est-à-dire que on a plusieurs lignes, on a plusieurs titres, mais dans un ensemble. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Chacun prêche pour sa paroisse. Alors qu'aujourd'hui, les gens ont du mal. Souvent, même le lecteur, il vient. Il a cette volonté-là de pouvoir lire. Mais il est confronté à une multiplicité de titres qui vont dans tous les sens au final. On ne sait pas quelle orientation on prend. Est-ce que ce n'est pas aussi une piste de solution? Je n'ai pas vu la piste. Je ne sais pas. Non, la piste des groupes, de former des groupes. C'est-à-dire, au lieu d'avoir... C'était tellement clair. Écoutez, nous sommes dans une économie libérale. Oui.
Le rôle de l'État, de mon point de vue, c'est de créer les conditions pour que chacun se sente Et à à ce niveau-là, je pense que l'État a créé. Je viens. Oui. Nous nous sommes battus et nous avons obtenu une subvention de l'État sur les médias, notamment la presse écrite. C'est une bonne chose. Élysée, regardez, si vous regardez le niveau des aides, de l'aide publique des médias en France, c'est quasiment le budget de la Côte d'Ivoire. Regardez, c'est plusieurs milliards d'euros. Parce que souvent, quand on parle des aides publiques de l'État, les gens disent oui, mais vous voulez faire de l'aumône. Il ne s'agit pas de ça. Regardez ce qui se fait dans les grands pays. Maintenant, est-ce qu'on peut obliger les gens à se mettre ensemble? Non. Moi, je dis, on crée les conditions pour que les meilleurs s'en sortent. Non, mais malheureusement, aujourd'hui, sur la question des conditions, dites-moi aujourd'hui, quelles sont les conditions que l'État n'a pas créées pour que la presse n'arrive pas à s'épanouir? Première condition, le distributeur est en faillite. Il faut régler ce problème. Parce que malheureusement, il y a un monopole dans la distribution. Il y a une seule entreprise qui distribue les journaux. C'est l'entreprise de l'État? Elle appartient à l'État. Okay. Elle appartient au groupe Fatah Matin, c'est une filiale de Fatah Matin. Pour tant que syndicat, est-ce que vous avez mené un combat pour que ce soit... Oui, mais vous savez, en Côte d'Ivoire, les syndicats, on parle, bon... On ne vous écoute pas? Bon, on nous écoute de temps en temps, mais ce n'est pas tous les jours. Et parfois, malheureusement, c'est nos propres confrères qui nous tirent entre les pattes. Maintenant, parlant de confrères qui vous tirent entre les pattes, qu'est-ce qui se passe au SYNAPSI? Au SYNAPSI, nous approchons un congrès. Donc, Guillaume Bateau s'apprête à passer la main. Mais il y a des débats, tout à fait normal, parce que nous allons à un congrès qui va créer les conditions du renouvellement de notre leadership et permettre à une nouvelle génération de continuer la lutte. Mais est-ce que Guillaume Bateau a envie de partir? Bien entendu. Puisque Abou Adams dit comme ça que vous voulez gérer le SYNAPSI par procuration. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? J'ai été élu en 2020, mon mandat court jusqu'en 2025. Si je veux rester, je reste. Il n'y a aucun problème. Donc, qu'est-ce qui a suscité l'intérim? J'ai décidé, j'avais décidé déjà avant même le congrès de 2020 de passer à autre chose. Parce que j'estime qu'après avoir dirigé le syndicat pendant près de 17 ans, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai fait de ce syndicat... Un peu plus de 3 mandats. Oui, un peu plus de 3 mandats. Mandat présidentiel, ok, d'accord. Oui, écoutez, moi je connais des camarades syndicalistes qui ont fait plus non, de... Non, on pousse. Non, puisque tu me tires par la droite, il faut que je te réponde. Donc, ce n'est pas ça le problème. J'ai dirigé ce syndicat, j'ai fait de ce syndicat le premier syndicat du secteur des médias en Côte d'Ivoire. Nous avons construit. Et j'estime qu'après plus de 15 ans, je dois passer à autre chose. 16 ans. 17 ans, si tu veux. Okay. Voilà. Je vais passer à autre chose parce que je pense que ça va donner tout ce que je veux, ce que je peux. Mais là, techniquement, c'est une bonne nouvelle. On devrait saluer cette initiative. Mais justement, on doit m'applaudir. Mais qu'est-ce qui se passe que vous n'applaudissez pas? Il se passe que, dans ma volonté justement de bien faire les choses, j'ai suggéré qu'un de mes jeunes camarades, Abou Adams, qu'il a cité, qui est mon deuxième secrétaire général adjoint, chargé des revendications et porte-parole du syndicat, assure un intérim le temps qu'on organise le congrès. Il considère aujourd'hui que cet intérim est une élection. Il a tort. Parce que le secrétaire général du SYNAPSI est élu à un congrès. Et jusqu'à un nouveau congrès, c'est Guillaume Bateau, le secrétaire général du SYNAPSI, et c'est lui qui va organiser le congrès très rapidement pour passer la main. Mais donc vous ne pensez pas que vous en faites un peu trop, dans la mesure où vous êtes déjà... Non. Qu'est-ce qu'il y a un peu trop? Je vous écoute. Prenez le temps. Je suis tranquille. Voilà. Pour dire que déjà que vous êtes au FPI, vous avez une responsabilité là-bas. Oui. Est-ce que ce n'est pas mieux, après avoir passé 17 ans, comme vous le dites, d'aller vous reposer? Mais c'est ça que je dis, on dit la même chose. Est-ce que vous avez envie de partir finalement? On dit la même chose. Abou Adams vous accuse de vouloir manipuler pour mettre quelqu'un pour gérer depuis le FPI. Nous sommes dans une organisation démocratique. Oui. Nous sommes dans une organisation démocratique. Oui. Ce sont les militants, les congressistes qui désignent leur secrétaire général. Donc en fait, ce n'est pas le principe de partir qui pose problème. C'est la désignation d'un dauphin. Non, il n'y a pas de dauphin. C'est pas de dauphin. Je vais vous lire nos statuts. Voilà. Oui, parce que les gens bavardent beaucoup. Est-ce que vous ne souffrez pas de la maladie infantile des dirigeants africains qui s'accrochent au pouvoir? Si je voulais rester, c'est ça le problème. Mon mandat court. Si je veux rester, je reste. Mais le mandat court pas, puisque vous voulez partir. Non, j'ai dit mon mandat court. C'est moi qui ai décidé de partir. Monsieur Bateau, votre mandat ne peut pas courir. Si. Pourquoi je dis cela? Non, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que vous êtes, dès l'instant que vous êtes au FPI, vous êtes en irrégularité dans la mesure où... Quelle est l'irrégularité? Voilà le texte. Nulle part dans nos textes, il y a une incompatibilité. Ah oui. Donc on peut faire de la politique et en même temps faire du syndicat dans le journalisme. Je vous prends l'exemple. Mais je comprends pourquoi la presse souffre. Non, parce que vous n'êtes pas syndicaliste et vous n'y comprenez rien. Vous me daignez aujourd'hui d'appartenir au syndicat. Daouda, il faut un peu de culture syndicale. Non, c'est pas que c'est de culture. Excuse-moi. Je vais t'expliquer. Vous aurez le temps de répondre, Daouda. En Afrique du Sud, la coalition qui est au pouvoir en Afrique du Sud, c'est-à-dire l'ANC, le COSATU et le Parti communiste,
nos camarades du Kozatou siègent dans le gouvernement. Le Labour en France, en Angleterre, le Labour Party, le Parti des travaillistes. Il y a des Sénégalais dans les Je m'en sur la conclusion. Donc vous ne pouvez pas dire vous êtes dans l'illégalité. À partir du moment où nos textes n'établissent pas d'incompatibilité entre les fonctions politiques et les fonctions syndicales, je ne suis pas dans l'illégalité. Mais est-ce que vous trouvez ça juste, Guillaume, moi je veux juste savoir. Guillaume, c'est vrai qu'on a écouté longuement, mais jusque-là, on ne perçoit pas le nœud de la crise. Le nœud de la crise, c'est quoi? C'est parce que Abou Adams décide d'organiser un congrès. Mais alors qu'il n'a pas. Non, je veux comprendre. Est-ce qu'il n'a pas le mandat de ça? Il n'a pas la qualité. C'est ça la crise en fait. Oui, il n'a pas qualité parce que le congrès, je vais vous le lire tranquillement. Voilà, je n'ai pas le temps. Vous n'avez plus le temps. C'est le secrétaire général élu qui convoque le congrès. Et pas un intérimaire. J'ai mis d'ailleurs fin à ses fonctions. Ok, alors je voulais juste préciser. Tout à l'heure, Guillaume parlait de subventions en France. C'est 180 millions d'euros en 2022. Ça fait combien? C'est autour de 118 milliards. Voilà. Mais attention, quand même, là-bas, il y a un environnement, il y a des groupes de presse régionaux. C'est quand même 118 milliards de francs CFA. C'est ça. Nous demandons en Côte d'Ivoire seulement 3 milliards. Sur 0,01, vous avez 11 000 milliards que nous avons, ça ferait environ 11 milliards. Alors, comparé à 118 milliards en France, bon, aujourd'hui, on a un peu... Mais en France, c'est 118 milliards sur combien de milliards de budget? Ça aussi, il faut... On va sortir la comparaison. S'il vous plaît, on va sortir la comparaison. Guillaume Bateau, à quoi on s'attend pour la suite? Nous sommes en train de nous organiser pour convoquer un congrès. Oui. D'abord extraordinaire parce que... Vous allez mettre un niveau de s'il vous plaît, Daouda... Non, on n'est pas au marché d'Adjamé. Non, je sais. Voilà, on a dans un débat sur un syndicat. Il y a des textes qui régissent un syndicat. C'est quoi la prochaine étape? Oui. C'est quoi la prochaine étape? Bon, que Daouda me laisse parler. Donc, laissez parler. Daouda, vous me laissez parler. Vous n'êtes pas membre de Synapsi. OK. Donc, la prochaine étape... Guillaume. Bon, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une cotisation. Ah oui, parce que c'est important. Pour être membre, il faut cotiser. Déjà que je ne suis pas électeur. Je ne suis pas électeur. Je ne vais pas venir au congrès. Alors, donc, la prochaine étape, nous organisons, nous sommes en train de préparer pour le congrès. D'abord extraordinaire parce qu'il y a quelques faiblesses dans le texte qu'il faut corriger pour créer un environnement vraiment serein pour aller au congrès qui va désigner un nouveau secrétaire général du Synapsi. Et je vous assure que ce ne sera pas Guillaume Bateau, parce que Guillaume Bateau aujourd'hui cherche plutôt à être député de l'année en 2026. Et vous avez l'impression que cette initiative-là sera acceptée, accompagnée par l'ensemble des... Et il y a les textes. Ce ne sont pas les humeurs qu'on dit. Qu'est-ce que vous faites justement pour ramener tout le monde? Oui, mais je parle avec tout le monde, je parle avec les plus jeunes, les anciens, le syndicat. Vous avez dit, le syndicat existe depuis 1999. Nous avons 24 ans, donc nous avons une histoire. Il y a des ressources humaines de qualité à l'intérieur. Il y a des difficultés d'interprétation de textes. C'est normal. À la veille d'un congrès, d'une organisation puissante comme le syndicat, c'est normal qu'il y ait des éclats de voix. Mais nous sommes habitués aux éclats de voix entre syndicalistes. On va trouver des solutions et puis on va aller au congrès. Même si vous m'avez régné. Rapidement. Parce que tu ne payes pas de cotisation. Rapidement, votre alliance bat des lèvres dans le Morono? Non, pas du tout. Mais puisque vous êtes adversaire du RHDP. Mais les alliances en Côte d'Ivoire, c'est la tradition. En 2018, nous étions alliés au PDC-RDA, notamment dans le Haut-Central, ici même à Cocody. Mais malgré cela, le président Afi a affronté Madaraka Véronique, qui était le candidat du PDC, et il a battu. Et il a des chances là pour... Le président Afi N'Guessan sera réélu. Le président Afi N'Guessan se fait élire. J'ai 15 secondes, Guillaume Bateau. Il se fait élire dans cette région de la Côte d'Ivoire depuis 1990. La première fois qu'il a été élu, mais il avait 37 ans. Ce n'est pas aujourd'hui, plus de 30 ans après, qu'il va perdre face à Ondion, qui était un inconnu. Il sera battu et je viendrai vous dire comment on l'a battu. Guillaume Bateau, merci d'avoir été notre compagnie de secrétaire général en charge de la communication et du marketing politique du Front populaire ivoirien. Et également secrétaire général, bon, on dira ancien. Hein? Non, toujours en fonction et peut-être bientôt ancien. Très bien. Secrétaire général du syndicat national de la presse privée d'Arda. Merci beaucoup. Merci à tous. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour d'autres questions à débattre. Dieu veille sur vous et faites ce que vous